Antoine. Antoine, c'est à toi. Tout avait bien commencé. Tout avait fort bien commencé. Eh bien oui, en fait, nous embarquons pour une soirée consacrée à la philosophie du process. Titre très prometteur, on est tous très excités. Et voilà, Michel Weber prend la parole en nous expliquant, de but en blanc, que Whitehead est incompréhensible. Et il a tenu promesse, en effet. Parce que vous nous avez ensuite conduit avec une virtuosité magnifique dans un labyrinthe dont moi-même je ne suis toujours pas sorti, qui nous fait passer de l'ouverture de la conscience à Freud, à la différence entre opinion et sens commun, pour parler d'ontologie épocale. Je trouve que vous êtes un poète. Vous avez le sens de la formule. Vous nous parlez également d'explosion chromatique, d'escatone divin, de William James, c'était moins poétique, mais c'est pas mal aussi. Mais à ce moment-là, on ne sait pas exactement où vous allez. Peu importe, c'est sans doute un événement que l'on assiste. Après nous avoir mis devant ce feu de brousse, vous nous dites, pour le reste, vous pouvez vous renseigner vous-même. Mon exposé est terminé. Mais en fait, non. Je continue. Et vous repartez de plus belle en nous reparlant cette fois-ci de Maxwell, de monothéisme, de c'est quoi un événement, de solidarité plastique, encore ce sens merveilleux de la formule, cette poésie du concept, de citoyenneté sacerdotale, etc. Et j'en passe. Bon, que retenir de tout ça? Deux choses importantes. D'abord à propos de Whitehead. C'est que c'était un gentleman victorien et conservateur, première définition. Et deuxième définition, déjà un peu plus conceptuelle, un Platon postmoderne vieux jeu. D'accord. Mais on a vu ce soir que le paradoxe était au cœur de la créativité. Autre point important à retenir, les Arabes étaient polythéistes. Un éternuement, c'est la même chose qu'un orgasme. Quand il y a un accident, il y a un accident. Aussi que le chant crée le dipôle. Et enfin, dernier point important à retenir de la soirée, ça j'aime bien aimer, c'est qu'une structure forte engendre des individus forts et réciproquement. Mais vous nous avez dit également des choses, d'autres choses encore, des choses intéressantes, à savoir cette idée d'individu, et ce couple conformisme-individuation, atomisme-solidarité, et cette culture qui fait le jeu entre les deux, et là je pense qu'il y a une source de beaucoup de réflexion autour de ça. On ne plus. Ah, avec ça, on ne plus. Alors, on enchaîne ensuite avec Luc de Brabambert, qui en remet une couche sur ce pauvre Whitehead en disant, vous aviez dit il est incompréhensible, et lui il rajoute, il est fou. Whitehead. Il s'embarque en tout cas dans une entreprise complètement folle qui consiste à dire qu'Aristote était foireux. Et by the way, Luc nous a dit que son boss l'était aussi, apparemment. Bon, il est parti, etc. Et on nous dit que la logique aristotélécienne, en fait, n'existe pas. La logique, ça n'existe pas. Sauf que quand même, elle existe quand même, parce qu'on peut même la définir comme ça, c'était joli. La science de l'utilisation correcte du mot donc. Voilà, comme définition de la logique. Et qu'elle fonctionne grâce aux catégories. Aristote, il a inventé des catégories, c'est simpliste, mais ça permet d'agir. Et donc le syllogisme vieux de 2000 ans a tenu jusqu'ici, mais maintenant c'est fini, c'est terminé. Et en effet, c'est le langage qui était logique et qui met tout par terre. On apprend ainsi qu'un micro aurait pu s'appeler un bibobu, pour le même prix. Que peinture, jugement, est-ce le résultat, est-ce le process, on n'en sait rien. Que mon frère et moi avons la même voiture, ça va être compliqué pour les navettes. Et est-ce que vous êtes Bekois, un ministre? Est-ce que vous êtes Bekois ou vous? Aucun des deux, mais votez quand même pour moi. Merci. Alors, en plus, avec Luc, on nous parle de beaucoup de choses. On nous parle de Leibniz, Platon, Russell, Wittgenstein. Vous aurez remarqué que Luc a des références quand même, parfois un petit peu plus... un peu plus populaire, on va dire. Il nous parle aussi de Yves Duteil, quand même, et de Coluche, carrément. Donc, voilà. On a les références qu'on peut. On a parlé de Palo Alto, avec méta, jonction paradoxale, recadrage,
Pour changer, il faut changer 2 fois, réalité de la perception. Et enfin, pour terminer en beauté, avec cette définition de l'innovation qui est changer la réalité, et cette définition de la créativité qui est de changer la perception. Et enfin, avec cette phrase qui restera gravée dans ma mémoire, c'est en reforgeant qu'on devient reforgeron. Et qui synthétise bien nos soirées. Alors, ce n'était pas terminé, sauf que arrive maintenant le moment que tout le monde attend avec impatience, qui est le débat. Et le débat, encore une fois, a été l'occasion d'explorer une série de concepts intéressants, notamment comme celui du choc créatif. On a beaucoup parlé de choc au niveau du débat. Et en effet, c'est subitement la prise de conscience. Mon Dieu, comme tu as grandi, ça te fait quel âge déjà? Et le gars qui se rend compte que là, j'ai une percée créative. On a également parlé de thérapie choc. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. C'est 60 €. D'accord? On a parlé de cette nuance entre découverte, innovation, invention, découverte, invention, créativité. Vous nous avez rappelé bien à propos, d'ailleurs, après nous avoir parlé avec brio, comme d'habitude, de l'algorithme de composabilisation, que, bon les gars, il faut définir les concepts, hein, ça part en semoule ici, vous êtes des amateurs. Et enfin, on est arrivé à la conclusion où les masques sont tombés. Laurent nous a appris que oui, il avait été un pirate d'entreprise, un monstrueux consultant en business process engineering. On a enfin dit, c'est la faute des Américains, c'est eux qui ont foutu par terre, à mort le drapeau américain, et même, pire que tout, et là le désespoir de tout le monde se lissait sur le visage, Dieu est un autiste paranoïaque, on est foutu. Allez tous vous faire foutre, et bonne soirée.